Imaginez une ville qui, pendant plus de 1000 ans, fut le cœur d'un empire, résistant aux sièges, aux complots et aux guerres de religion, jusqu'à tomber en un seul jour fatidique. Voici l'histoire de Constantinople, et elle est pleine de surprises. La fondation de la transformation de la cité, autrefois connue sous le nom de Byzance en Constantinople, sous l'empereur Constantin le Grand, marque un tournant fondamental dans l'histoire de l'Empire romain. Située à l'extrémité occidentale du Bosphore, cette ville bénéficiait d'une position géostratégique exceptionnelle. Elle contrôlait la route entre l'Europe et l'Asie, tout en assurant un accès crucial aux mers Noires et Méditerranée. Cette localisation favorisait non seulement le commerce, mais aussi la défense, rendant la cité attrayante pour établir une nouvelle capitale. Avant Constantine, Byzance était une cité fondée au 7e siècle avant notre ère et avait acquis au fil des siècles une certaine importance. Cependant, elle restait secondaire par rapport à Rome, ou même à Nicomédie. C'est sous le règne de Constantin que cette ville fit l'objet d'une transformation complète et d'une politique ambitieuse visant à créer une capitale impériale capable de rivaliser avec Rome. Ce changement témoigne de la volonté de l'empereur d'affirmer une nouvelle orientation politique et religieuse pour l'Empire. Constantin procéda à un remaniement urbain massif en faisant reconstruire et embellir la cité. Les travaux concernaient autant les infrastructures civiles que religieuses. Il fit bâtir des murs fortifiés impressionnants destinés à sécuriser la ville contre toute éventuelle invasion, renforçant son système de défense naturelle. Ces remparts allèrent jouer un rôle décisif pendant plus d'un millénaire en protégeant la ville à travers maintes assauts et sièges successifs. Sur le plan symbolique, Constantin chargea la nouvelle capitale d'incarner la pérennité impériale et chrétienne. Il y installa des institutions administratives élaborées et encouragea l'implantation de monuments religieux qui témoignaient de l'importance grandissante du christianisme au sein de l'Empire. La construction de grandes églises, dont la fameuse basilique dédiée à Saint Jean, représentait une volonté claire d'associer pouvoir politique et foi chrétienne. L'importance politique conférée à Constantinople s'accompagna aussi d'un renouvellement du prestige économique et culturel. La ville devint un centre de commerce florissant grâce à sa situation sur les routes maritimes et terrestres d'Asie mineure, de l'Afrique du Nord et de l'Europe. Cette position lui permit de s'imposer comme un carrefour d'échange entre les civilisations orientales et occidentales. Sous l'impulsion de Constantin, Constantinople ne fut plus seulement une capitale militaire, mais un foyer intellectuel où les arts et les sciences pouvaient s'épanouir. Les institutions du gouvernement furent également réorganisées selon un modèle qui, tout en conservant certaines traditions romaines, introduisit des innovations. Constantin établit un bureau administratif centralisé, directement sous sa supervision, destiné à mieux contrôler toutes les provinces. Parallèlement, il créa une hiérarchie complexe mêlant fonctionnaires civils et militaires, garantissant à la fois l'ordre et la coopération entre les différentes branches du pouvoir. Ce système durable permit à Constantinople de demeurer stable, même durant les périodes d'instabilité à l'échelle de l'Empire. La dimension religieuse joua un rôle clé dans la vocation de Constantinople. L'empereur accorda un soutien sans précédent à l'Église chrétienne et favorisa son rôle dans la société. La nouvelle capitale fut pensée pour devenir un centre religieux important, rivalisant avec Rome. La construction de nombreuses églises, dont la basilique Hagia Sophia, allait symboliser cette ambition. Plus encore, Constantin mit en place des structures permettant une organisation ecclésiastique souple et efficace, contribuant à l'unification doctrinale et à la diffusion d'un christianisme impérialement soutenu. L'importance stratégique de Constantinople fit d'elle une cible de choix pour diverses puissances. Située entre plusieurs zones géopolitiques conflictuelles, elle dut être constamment défendue contre les incursions des Perses, puis des peuples barbares. La résistance de sa population et son équipement militaire avancé jouèrent un rôle fondamental dans la pérennité de l'Empire. De plus, la ville se dota d'une flotte navale puissante afin de protéger ses côtes et ses voies de communication, protégeant ainsi son rayonnement maritime. L'une des forces de Constantinople
fut aussi sa capacité à s'adapter aux évolutions des contextes politiques et religieux. Sous Constantin, la ville incarna une synthèse originale entre les héritages romains, grecs et chrétiens. Cette confluence permit de développer une culture urbaine riche, qui perdura au fil des siècles. La nouvelle capitale devint ainsi une vitrine de l'Empire, offrant un visage unique aux habitants et aux visiteurs venus de loin. Par ailleurs, la transformation de Constantinople fut soutenue par une politique d'intégration des communautés locales. Constantin favorisa des mesures permettant la coexistence de populations diverses, incluant Grecs, Romains, Juifs et autres groupes ethniques. Ce mélange renforça encore davantage le dynamisme économique et culturel de la ville, tout en contribuant à sa stabilité sociale. Il s'agissait d'un contrat tacite où chaque groupe participait à la défense et au développement de la cité. À la suite de Constantin, ses successeurs poursuivirent cette dynamique. Bien que la capitale connût des périodes de crise, son rôle central ne fut jamais remis en cause. Les structures mises en place durant le règne de Constantin constituèrent les fondations d'une civilisation byzantine qui allait durer plus d'un millénaire. Cette longévité étonnante tient précisément à la robustesse des institutions, mais aussi à l'adaptabilité de la ville face aux changements historiques. Le rayonnement de Constantinople dépassa largement ses frontières. Elle devint une source d'influence politique, religieuse et culturelle majeure dans le monde méditerranéen. Sa position stratégique permit d'imposer une domination durable sur des territoires variés, allant des régions balkaniques à l'Asie mineure. Par sa richesse et sa puissance, la capitale contribua à la stabilité relative de l'Empire pendant plusieurs siècles. Les récits historiques montrent aussi l'importance des intrications entre le pouvoir impérial et les élites locales. La construction de Constantinople fut autant un projet urbanistique qu'une stratégie pour consolider le pouvoir central. Les empereurs utilisèrent la ville pour asseoir leur légitimité et structurer l'appareil d'État autour d'un centre unique. Cette politique permit d'enrayer les dissensions internes qui avaient affaibli l'Empire à plusieurs reprises auparavant. La dimension religieuse fut également un facteur déterminant dans la structuration de la ville. La promotion du christianisme comme religion d'État permit de renforcer le lien entre l'empereur et ses sujets. En intégrant l'Église dans le système politique, Constantin réussit à mobiliser une nouvelle énergie pour gouverner. Cela eut pour conséquence une christianisation progressive non seulement de la capitale, mais aussi de l'ensemble des provinces impériales. Par ailleurs, la ville servit de modèle urbain pour d'autres cités de l'Empire. Son organisation, mêlant espaces publics, religieux et résidentiels, inspira un style architectural et administratif durable. Cette influence permit à Constantinople de se distinguer comme une capitale moderne pour son époque, marquant une évolution sensible dans la conception des villes impériales. En résumé, la fondation de Constantinople sous Constantin le Grand ne fut pas seulement une relocalisation du pouvoir impérial. Elle représenta un projet global, mettant en œuvre une vision politique, religieuse et culturelle cohérente. Sa position stratégique, ses institutions robustes et son rôle moteur dans la christianisation de l'Empire firent de cette cité un pivot incontournable du Moyen-Âge méditerranéen. Ainsi s'ouvre une longue période de l'histoire byzantine où Constantinople devient le centre névralgique d'une civilisation complexe. Ce récit, avec ses défis, ses réussites et ses évolutions, invite à poursuivre la découverte de cette époque fascinante. Le temps viendra alors d'explorer les dynamiques qui ont façonné les siècles suivants, marqués par la grandeur puis les épreuves de cette capitale légendaire. L'essor de l'Empire byzantin sous les premiers empereurs. L'Empire byzantin trouve son origine dans la volonté de l'empereur Constantin, au début du IVe siècle, de réorganiser l'Empire romain d'Occident et d'Orient. Ce n'est pas simplement la création d'une nouvelle capitale à Byzance, rebaptisée Constantinople, mais aussi la naissance d'un système impérial profondément réfléchi et durable. L'administration se restructure autour de la personne de l'empereur, au centre d'une bureaucratie complexe qui vise à contrôler un territoire immense aux influences diverses. La consolidation du pouvoir impérial
passe par la mise en place d'institutions adaptées aux réalités multiples de l'Empire. L'empereur exerce une autorité suprême, non seulement politique et militaire, mais aussi religieuse. En effet, à cette époque, la diffusion du christianisme modifie profondément la légitimité du trône. Le christianisme devient la force unificatrice qui permet d'inscrire le pouvoir dans une dimension spirituelle, renforçant l'autorité publique par la sacralité. Parallèlement, l'administration byzantine développe un système fiscal sophistiqué qui soutient l'État et son appareil. Les réformes fiscales introduisent une meilleure organisation de la collecte des impôts, adaptant les anciens dispositifs romains aux évolutions économiques et sociales. La fiscalité constitue une source essentielle de financement pour l'armée, la construction des infrastructures et la cour impériale. Elle est donc au cœur de la politique impériale. Les structures provinciales sont réorganisées en thèmes et exarchats, des unités administratives qui facilitent la gouvernance locale. Cette décentralisation contrôlée permet à Constantinople d'exercer son contrôle tout en tenant compte des spécificités régionales. L'implantation durable de cette organisation administrative témoigne d'une capacité d'adaptation remarquable face aux défis internes et externes. La justice byzantine s'appuie sur un droit codifié, hérité du Code de Justinien, qui continue d'être une référence majeure dans le monde médiéval. Ce droit est appliqué dans une optique d'ordre et de stabilité, assurant la cohérence d'un empire vaste et hétérogène. L'empereur, souvent jugé comme le garant ultime de la loi, incarne la figure d'un souverain juste et inflexible. Dans le domaine religieux, la relation entre l'Église et l'État évolue pour définir un modèle de symphonie entre les deux pouvoirs. Le chef spirituel, le patriarche de Constantinople, exerce une influence importante tout en restant subordonné à l'empereur. Cette alliance politique et religieuse façonne le visage même de l'Empire byzantin, mettant en avant une intégration unique entre pouvoir temporel et sacré. Les premiers empereurs byzantins veillent également à la promotion des arts et des lettres, considérés comme des instruments de prestige et de diffusion de la culture impériale. Les bibliothèques, les écoles et les ateliers d'iconographie participent à une politique culturelle soutenue qui contribue à forger une identité byzantine distincte de ses prédécesseurs romains. En ce qui concerne la politique extérieure, l'Empire connaît des alliances fluctuantes et des conflits incessants avec ses voisins perses, puis avec les peuples barbares qui cherchent à s'imposer sur les frontières. Cette période est marquée par un équilibre fragile entre la défense des territoires et les poussées expansionnistes. La diplomatie byzantine, très développée, joue un rôle crucial dans la gestion des relations internationales, alliant négociations, mariages politiques et traités. La gestion militaire s'adapte aussi aux nouvelles menaces en instaurant une armée permanente et bien organisée. Les thèmes fournissent des contingents locaux, tandis que la flotte impériale protège les routes maritimes et la capitale. Ces efforts militaires garantissent la survie de l'Empire face à des adversaires souvent multiples et déterminés. La centralisation progressive de l'autorité impériale permet d'assurer une certaine continuité politique. Malgré quelques périodes d'instabilité, la dynastie des Constantinides affirme durablement son contrôle, posant les bases d'une tradition impériale qui influencera profondément la civilisation médiévale. Les symboles et rituels entourant la figure de l'empereur renforcent cette continuité en imposant un modèle de souveraineté sacralisée. La société byzantine, quoique hiérarchisée, intègre diverses populations et cultures dans un espace qui se veut unifié par la langue officielle, le grec, et par l'adhésion à l'Église orthodoxe. Cette cohésion culturelle permet de surmonter des défis sociaux complexes, notamment l'intégration des élites provinciales et la gestion des tensions entre citoyens libres et populations serviles. L'économie de l'Empire repose sur une agriculture prospère, complétée par un commerce florissant à travers la Méditerranée et au-delà. Les marchés de Constantinople rayonnent par leur richesse, attirant artisans, marchands et diplomates. Ce dynamisme économique est fondamental pour le maintien de la puissance byzantine et pour soutenir son appareil administratif et militaire. Dans cette période initiale, l'Empire byzantin affirme donc son identité propre,
fondée sur une synthèse réussie entre héritage romain, christianisme et expérience politique nouvelle. Cette combinaison assure non seulement sa survie, mais aussi une influence majeure qui perdurera pendant plus d'un millénaire. En synthèse, le développement des institutions impériales sous les premiers empereurs constitue une étape fondamentale. L'organisation administrative, la réforme fiscale et la diffusion du christianisme contribuent à stabiliser un empire qui fera face à de nombreuses épreuves. Cette dynamique politique et culturelle lance les bases d'une histoire longue et complexe, marquée par la confrontation permanente avec des forces internes et externes. Cette période inaugure une ère où la permanence de l'État byzantin repose sur sa capacité à s'adapter tout en conservant une forte cohérence idéologique. L'Empire byzantin devient ainsi un modèle de puissance durable, mêlant gestion politique rigoureuse et fidélité à une tradition spirituelle. Ces caractéristiques seront déterminantes dans les siècles qui suivront. Alors que ses premières fondations se consolident, l'Empire s'apprête à traverser des moments cruciaux, faits de transformations profondes et d'épisodes dramatiques. Ces développements prendront forme dans les règnes des successeurs, qui devront à leur tour affirmer la pérennité de cette civilisation remarquable. Les défis à venir porteront sur l'équilibre fragile entre continuité et changement. Et c'est à cette réflexion que conduit la poursuite de cette histoire riche et fascinante, où chaque étape forme le lien indispensable vers les destinées ultérieures, les menaces extérieures et les conflits militaires initiaux. Les débuts de l'Empire byzantin sont marqués par une série de défis extérieurs qui mettent rapidement à l'épreuve sa stabilité et sa résilience. Après la fondation de Constantinople par l'empereur Constantin le Grand au début du IVe siècle, la nouvelle capitale se trouve au carrefour de plusieurs grandes voies commerciales et frontalières. Cette position stratégique, tout en offrant un avantage économique unique, attire aussi l'attention de divers peuples dits barbares installés aux marges de l'Empire. Parmi eux, les Goths, les Vandales, ainsi que les Huns se présentent comme des menaces récurrentes dans les premiers siècles de l'existence byzantine. Les invasions successives des barbares provoquent une nécessité impérative de renforcer les défenses de la ville et des territoires environnants. Les murailles de Constantinople, agrandies et consolidées notamment sous le règne de Théodose au IVe siècle, sont un élément crucial de cette stratégie défensive. Ces fortifications anciennes et imposantes, combinées à une vigilance militaire constante, permettent à Constantinople de résister durablement devant des assauts parfois massifs. Cette protection structurelle s'appuie aussi sur une organisation rigoureuse de la garde urbaine et de l'armée, qui sont réorganisées pour répondre efficacement à ces incursions. Les relations avec les peuples voisins ne se limitent cependant pas à des affrontements militaires. L'Empire byzantin entretient aussi des diplomaties complexes avec les Huns, les Perses sassanides, ainsi que d'autres nations du Nord et de l'Est. Ces interactions alternent entre guerre, trêves et alliances stratégiques. Une des méthodes privilégiées est la négociation de traités commerciaux ou de paiements tributaires, qui permettent d'acheter une certaine paix temporaire. Ces démarches montrent une volonté d'éviter une guerre à long terme qui aurait pu éroder les ressources impériales essentielles. La guerre contre les Perses sassanides, cependant, reste une constante tout au long des premiers siècles. Cette rivalité, intense et récurrente, porte sur le contrôle des régions frontalières riches telles que la Mésopotamie et l'Arménie. Les conflits éclatent régulièrement, provoquant des pertes humaines et des perturbations économiques profondes. Néanmoins, ces guerres permettent aussi le développement d'une armée byzantine professionnelle et bien équipée, qui apprend à s'adapter à diverses techniques et armes provenant de ses adversaires, ce qui contribue au renforcement global des capacités militaires impériales. Face à ces menaces extérieures, l'Empire innove également sur le plan militaire avec l'introduction de nouvelles unités et stratégies. Parmi ces innovations figuraient les troupes spécialisées dans la guerre mobile, telles que la cavalerie lourde, ainsi que des engins de siège perfectionnés. Constantinople bénéficie aussi de sa domination maritime pour contrôler les voies commerciales en mer Méditerranée, protégeant ainsi ses approvisionnements essentiels
contre les pillages des pirates et des flottes ennemies. Ces dispositifs montrent une attention constante portée à la polyvalence et à la préparation stratégique. À ces défis militaires s'ajoutent les tentatives fréquentes de prise de pouvoir interne, souvent liées aux militaires eux-mêmes. Plusieurs généraux ambitionnent de s'emparer du trône, ce qui fragilise parfois la défense face aux ennemis extérieurs. Malgré ces tensions internes, l'appareil militaire reste globalement solide, avec un commandement impérial qui cherche à maintenir une discipline stricte et à promouvoir les compétences parmi ses officiers. Cela permet de conserver une stabilité relative dans un contexte souvent instable. L'importance accordée aux fortifications va bien au-delà de Constantinople proprement dite. Les garnisons frontalières et les villes fortifiées jouent un rôle crucial dans l'arrêt des invasions barbares. Des systèmes de défense en profondeur agrémentent la frontière, permettant d'empêcher les raids rapides bien avant qu'ils ne n'atteignent le cœur de l'Empire. Ces périphéries restent pourtant vulnérables à certaines formes de guerre de mouvement, ce qui contraint l'Empire à entretenir des troupes nombreuses et mobiles, capables de réagir promptement. Un autre aspect fondamental de la défense byzantine réside dans l'usage de la diplomatie comme prolongement de la stratégie militaire. Plutôt que de chercher la confrontation systématique, les empereurs byzantins exploitent fréquemment les rivalités entre leurs ennemis pour créer des coalitions ou semer la discorde chez leurs adversaires. Cette politique patiente et calculée permet souvent d'éviter une guerre trop coûteuse, tout en affaiblissant les forces hostiles à travers des alliances de temporaires ou des paiements stratégiques. Les sources historiques indiquent également que l'intelligence militaire était une priorité pour l'Empire. Des réseaux d'espionnage et d'informateurs étaient déployés pour surveiller les mouvements des voisins, anticiper les menaces et préparer des réponses efficaces. La connaissance du terrain et des forces ennemies se révèle aussi indispensable lors des différentes campagnes militaires, notamment aux confins de l'Anatolie, où les Byzantins doivent souvent affronter des incursions surprises ou des embuscades. Par ailleurs, les Byzantins exploitent à leur avantage des techniques de guerre protocolaires et rituelles pour affirmer leur suprématie. Les négociations avant ou après combat, les échanges de prisonniers, ainsi que le respect des conventions établies entre États, jouent un rôle dans la limitation des violences et dans la sauvegarde de la légitimité impériale. Cette approche souligne également un souci d'ordre et de continuité dans un monde souvent agité par les crises militaires. Au final, ces premiers siècles voient une alternance continue entre périodes de conflits ouverts et phases de consolidation. Les défenses militaires, tout en étant robustes, sont régulièrement remises à l'épreuve par les défis d'un environnement géopolitique mouvant. La capacité de l'Empire à intégrer ces tensions et à s'adapter en permanence est l'un des fondements de sa longévité. Cette résistance au temps contribue à forger sa réputation comme une puissance stable et organisée malgré les dangers extérieurs. L'étude des conflits initiaux et des réponses impériales permet de comprendre les mécanismes par lesquels Byzance a préservé son territoire et ses populations. Ces dynamiques façonnent les relations avec les voisins et définissent les contours d'une politique de survie qui se poursuivra bien après, influençant les choix des empereurs suivants. La dimension militaire reste ainsi au centre des préoccupations, sans jamais abandonner le souci d'un équilibre entre force, diplomatie et administration interne. Cette période annonce les défis futurs, où les forces extérieures continueront de se multiplier, tandis que les structures de défense devront sans cesse se renouveler. Les tensions s'étendent alors à de nouvelles régions et supposent une évolution des outils militaires et des alliances. C'est dans ce contexte que la suite de l'histoire byzantine déploie ses multiples épisodes, révélant un empire à la fois vulnérable et résilient, confronté à des menaces diverses, mais capable de défendre son héritage. Le récit des conflits initiaux et des stratégies déployées introduit ainsi une dimension essentielle de la longue histoire byzantine. Cette compréhension prépare la perspective sur les transformations ultérieures de l'armée, des relations internationales et de la structure politique qui détermineront en partie le destin de l'Empire dans les siècles à venir. Les événements exposés ici ouvrent la voie à une analyse approfondie des évolutions successives,
jusqu'à la chute finale de Constantinople. L'âge d'or byzantin sous Justinien. L'Empire byzantin, au cœur de notre récit, connaît son apogée sous le règne de Justinien, qui débute au milieu du VIe siècle. Son ambition est immense. Restaurer l'intégralité de l'Empire romain, démantelé depuis plusieurs siècles, et affirmer la grandeur de Constantinople en tant que capitale impériale et centre culturel. Ce projet se révèle être autant politique que symbolique, mêlant conquête territoriale, réforme législative et réalisation architecturale majeure. Justinien se présente comme un souverain soucieux de renforcer l'unité impériale et de propager le christianisme oriental orthodoxe. Au commencement de son règne, Justinien s'entoure d'une administration rigoureuse, avec des conseillers et juristes de renom, dont Tribonien, qui joue un rôle clé dans la réforme du droit. Cette entreprise aboutit à la codification du corpus Juris Civilis, connu plus tard sous le nom de Code de Justinien. Ce recueil de lois constitue une étape cruciale dans l'histoire juridique occidentale et byzantine. Par cette œuvre, Justinien entend non seulement unifier les règles légales à travers l'Empire, mais aussi asseoir sa propre autorité en renouvelant les fondements de la gouvernance. Parallèlement à ces réformes, les ambitions militaires de Justinien sont considérables. Il lance des campagnes pour reconquérir les territoires de l'ancien empire romain d'Occident, notamment l'Afrique du Nord, l'Italie, ainsi que des parties de la péninsule ibérique. Ces opérations sont menées sous la direction de généraux compétents tels que Bélisaire et Narsès, qui réussissent à reprendre des villes stratégiques face au royaume barbare. Pourtant, ces conquêtes impliquent des dépenses considérables qui pèsent lourdement sur les finances de l'État, créant des tensions internes à long terme. Dans le même temps, la capitale même de l'Empire se transforme profondément. Justinien entreprend la construction de monuments qui symbolisent la puissance impériale et la foi chrétienne. La basilique Sainte-Sophie, édifiée entre 1530 et 1537, devient l'une des merveilles architecturales de son temps. Son dôme imposant et ses décorations somptueuses illustrent le génie byzantin et l'importance accordée à la religion dans la vie publique. D'autres bâtiments, fortifications et infrastructures améliorent la vie urbaine, témoignant du programme ambitieux de modernisation de la cité. Cependant, le règne de Justinien n'est pas exempt de défis. Des épidémies graves, comme la peste dite justinienne, frappent la population et affaiblissent l'empire démographiquement et économiquement. Ces crises sanitaires compliquent la gestion des territoires et ralentissent les progrès militaires. De plus, des tensions religieuses internes persistent entre différentes factions chrétiennes, notamment entre chalcédoniens et monophysites, créant des divisions difficiles à surmonter pour l'autorité impériale. Ces conflits soulignent la complexité du contexte dans lequel évolue Justinien. Au-delà des enjeux militaires et religieux, la société byzantine se caractérise par son riche patrimoine culturel. Les arts, la littérature et la théologie connaissent un essor significatif. Les manuscrits enluminés, les mosaïques religieuses et les créations artistiques distinguent cette période. Justinien soutient cette effervescence intellectuelle en finançant des écoles et des bibliothèques. Ce soutien contribue à la transmission de la culture grecque et romaine qui continuera d'influencer les siècles suivants dans tout le bassin méditerranéen. Il convient aussi d'évoquer l'importance de la diplomatie dans la consolidation de l'Empire. Justinien met en place des alliances et négocie avec des puissances voisines, notamment les Perses sassanides et les divers peuples germaniques. Les accords conclus varient entre périodes de paix relative et conflits frontaliers, reflétant la complexité des relations extérieures byzantines. Cette habileté diplomatique participe autant à la stabilité qu'aux tensions qui traversent cette époque. La codification de Justinien a une portée durable, car elle sera réutilisée, adaptée et étudiée pendant plusieurs siècles, bien au-delà de la durée de l'Empire lui-même. Ce cadre juridique influence profondément les systèmes juridiques médiévaux européens et représente une des contributions majeures de Byzance à la civilisation. Par ailleurs,
le législateur byzantin intègre des mesures touchant à la vie quotidienne, à la famille, ainsi qu'au commerce, manifestant une volonté de structurer la société dans tous ses aspects. Malgré les succès initiaux, les ambitions impériales rencontrent des limites, notamment sur le plan militaire. Les campagnes en Occident s'avèrent difficiles à maintenir sur la durée, face à la résistance locale et aux difficultés logistiques engendrées par la distance. De plus, certains territoires reconquis tomberont à nouveau aux mains d'autres puissances dans les décennies suivantes, attestant de la fragilité des conquêtes. Cette réalité marque les contours du projet justinien, grandiose mais exposé aux réalités du temps. La consolidation de la capitale va de pair avec le développement économique. Constantinople devient un centre commercial incontournable, reliant l'Orient et l'Occident. Les marchands byzantins circulent dans tout le Méditerranée, contribuant à la richesse de la ville et de l'Empire. Le réseau routier, les ports et les infrastructures urbaines facilitent ces échanges, soutenant la prospérité économique dans ces années. Le poids économique de l'Empire byzantin s'appuie ainsi sur une organisation efficace et un positionnement géographique privilégié. En résumé, le règne de Justinien symbolise l'âge d'or byzantin, une période de splendeur politique, culturelle et religieuse qui permet à l'Empire de retrouver un rayonnement presque impérial. Son œuvre est double. D'une part, la restauration d'un empire territorial à travers les conquêtes et d'autre part, une réforme profonde des institutions, de la législation et des arts. Cette phase illustre l'aspiration à un empire unifié, durable et fondé sur la foi chrétienne. Néanmoins, les défis auxquels Justinien doit faire face rappellent aussi les limites intrinsèques à ce projet ambitieux. Cette période intense constitue un moment charnière dans la longue histoire de Byzance. Les bases posées sous Justinien influenceront les dynasties suivantes, même si l'Empire devra affronter à nouveau les transformations et repentir au fil des siècles. La grandeur de sa vision contraste avec les difficultés humaines et matérielles qui restent présentes. À l'issue de ce règne, l'Empire demeure un acteur majeur de l'Antiquité tardive, prêt à affronter les nouveaux défis que poseront les époques suivantes. La suite de notre parcours à travers l'histoire byzantine nous conduira à découvrir ces dynamiques complexes et la résilience de cette civilisation unique, les luttes religieuses et les débats théologiques. Les controverses religieuses, qui ont traversé l'Empire byzantin pendant plus de 1100 ans, reflètent une réalité complexe où foi, pouvoir politique et questions théologiques se sont entremêlées de manière indissociable. Dès les premiers temps de Constantinople, fondée par Constantin le Grand, l'Église orthodoxe s'est imposée comme un pilier essentiel de la société. Mais les débats internes et les différents conciles ont constamment remis en question certains fondements religieux et politiques. Ainsi, la naissance et le développement du christianisme dans l'Empire ont toujours été marqués par une volonté de définir précisément les dogmes tout en maintenant l'unité impériale. Dès le 4e concile œcuménique de Nicée en l'an 325, la question de la nature du Christ fut au cœur d'un débat profond. Ce concile, convoqué par Constantin lui-même, visa surtout à affirmer la divinité du Christ face à l'arianisme, une doctrine qui soutenait que le Fils était inférieur au Père. Ce fut une étape cruciale, car elle établit non seulement un dogme fondamental, mais elle démontra aussi l'étroite relation entre l'autorité religieuse et impériale. La lutte contre l'hérésie devint alors une mission commune à la fois pour l'Église et pour l'État, consolidant un modèle où la foi servait de ciment à l'unité politique. Au fil des siècles suivants, les conciles successifs ont continué d'affiner la doctrine chrétienne. Par exemple, le concile de Chalcédoine en 451 aborda la question des deux natures du Christ, divine et humaine, et rejeta le monophysisme. Ces décisions eurent des conséquences durables, non seulement en théologie, mais aussi en provoquant des divisions internes. Certaines provinces ou groupes ethniques, refusant ces définitions, s'éloignèrent de l'Église orthodoxe officielle, ce qui compliqua le maintien de la cohésion dans l'Empire. Par conséquent, les débats théologiques
avait toujours une portée concrète sur la stabilité politique. L'influence de l'Église orthodoxe sur la vie politique et sociale de Byzance ne se limitait pas à la définition des dogmes, mais s'étendait à la fonction idéologique de l'empereur. Ce dernier était considéré comme l'égal des apôtres, chargé de protéger la vraie foi et de servir de pont entre Dieu et les hommes. Cette notion d'imperium sacrum fit de l'empereur un acteur central dans la résolution des disputes religieuses. Souvent, il présidait ou initia les conciles, usant de son autorité pour orienter les débats, montrant ainsi que la frontière entre temporal et spirituel était souvent poreuse dans l'Empire byzantin. Parmi les grandes controverses, la querelle des images ou icônes constitua un épisode particulièrement marquant. Commencée au 8e siècle, cette polémique opposa les iconoclastes, favorables à la destruction des images saintes, aux iconodoules, défenseurs de leur vénération. Cette tension provoqua des crises profondes au sein de la société byzantine, divisant souvent les élites ecclésiastiques, les populations urbaines et rurales, voire l'empereur lui-même. La question n'était pas seulement théologique, mais aussi sociale et politique, car le soutien ou l'opposition aux icônes reflétait différentes visions du rôle de la religion et de l'art dans la vie publique. Le rétablissement de la vénération des icônes au concile de Nicée en 798 marqua une étape majeure qui renforça la conformité doctrinale de l'Église orthodoxe. Ce concile confirma la légitimité de la représentation sacrée tout en condamnant le culte des idoles. Il s'ensuivit une période d'apaisement relative, bien que les divisions n'aient jamais totalement disparu. Ces débats illustrent combien la foi pouvait être à la fois un facteur de cohésion et de fracture, imposant à l'Empire de concilier rigueur doctrinale et pluralité religieuse. En parallèle, le rôle des monastères devint essentiel dans la préservation et la diffusion de la culture orthodoxe. Ces lieux de recueillement et d'étude centralisèrent la transmission des textes sacrés et contribuaient au débat théologique. Ils formaient aussi le socle d'une spiritualité vivante qui influença tout à la fois les croyants ordinaires et les élites. Les figures monastiques, telles que Jean Damascène, apportèrent des contributions intellectuelles significatives, renforçant les bases doctrinales de l'orthodoxie face aux critiques venues aussi bien de l'islam que de l'Occident latin. La coexistence avec l'islam, apparue au 7e siècle, représente un autre défi majeur pour l'Empire byzantin. Cette nouvelle religion conquit rapidement des territoires limitrophes et imposa un cadrage religieux et politique concurrentiel. Cependant, les Byzantins, tout en défendant vigoureusement leur foi orthodoxe, adoptèrent aussi des stratégies pragmatiques d'adaptation et de coexistence. Une frontière mouvante s'installa entre les mondes chrétiens et musulmans, où les échanges culturels et commerciaux se mêlèrent aux conflits militaires et idéologiques. Tout au long de la période byzantine, la diplomatie impériale comprit l'importance d'utiliser la religion comme levier de pouvoir. Les empereurs manièrent habilement la religion officielle pour affirmer leur légitimité face à leurs rivaux, qu'ils soient princes voisins ou hauts dignitaires contestataires. En même temps, la religion orthodoxe devint une marque identitaire face à l'Église catholique romaine, approfondissant les différents doctrinaux jusqu'au grand schisme de l'an 1054. Moment décisif qui scella la séparation durable entre Est et Ouest chrétien. Dans cette dynamique, les rapports avec le pape de Rome furent complexes, mêlant coopération, rivalité doctrinale et politique. Les différends sur la primauté, les dogmes et le rite conduisirent à des tensions qui culminèrent avec les excommunications croisées. Les empereurs byzantins oscillaient entre volonté de rapprochement et fermeté dogmatique, cherchant à préserver l'unité interne tout en répondant aux impératifs diplomatiques. Ces débats contribuèrent à forger une identité orthodoxe distincte, qui influença durablement les peuples slaves et les États orthodoxes des Balkans. Enfin, l'importance des célébrations liturgiques, du calendrier ecclésiastique et des symboles religieux ne peut être sous-estimée. Ces éléments structuraient la vie des Byzantins et servaient à affirmer la continuité divine de l'Empire. Chaque fête
Chaque rite était porteur d'une mémoire collective et d'un message politique implicite. Le trône impérial, souvent décoré de symboles sacrés, rappelait à tous le lien indissociable entre le destin religieux et temporel de Byzance, même lors des moments de crise profonde. Chaque période et chaque empereur apporta sa contribution à cette relation toujours renouvelée entre foi et pouvoir. Ainsi, les luttes religieuses et les débats théologiques façonnèrent non seulement la doctrine, mais aussi la nature même de l'État byzantin, imposant des choix parfois douloureux, parfois conciliants. Cette dimension est essentielle pour comprendre le déclin progressif de l'Empire, où l'affaiblissement de l'autorité centrale fut exacerbé par des tensions religieuses internes et des conflits croissants avec des puissances exogènes. Cette histoire complexe de la foi dans l'Empire byzantin fait apparaître la richesse d'une civilisation qui, tout en vivant dans un monde souvent brutal, sut préserver une identité profonde à travers la spiritualité orthodoxe. Cette continuité religieuse et culturelle offre un prisme précieux pour appréhender les transformations historiques qui aboutirent à la chute de Constantinople en 1453. Ces années finales furent marquées par de nouvelles tensions religieuses, dans un contexte de changement géopolitique majeur, annonçant la fin d'une époque. Alors que se profile la transition vers la période suivante, les forces du passé montrent comment les convictions religieuses, les débats doctrinaux et l'engagement politique s'entrecroisent dans le tissu complexe de l'histoire byzantine. Cette trame invite à poursuivre la réflexion sur l'impact de ces facteurs dans les crises ultérieures, un sujet que l'exploration détaillée des dernières décennies de l'Empire permettra d'approfondir. La vie quotidienne et la société byzantine. La société byzantine se caractérisait par une structure sociale complexe qui reflétait la longue histoire et le riche patrimoine de l'Empire. À la base de cette organisation, on trouvait une division nette entre les classes dominantes qui comprenaient l'empereur et sa cour, la haute noblesse ainsi que les hauts fonctionnaires, et le reste de la population qui se répartissait en diverses catégories selon leurs fonctions et leur statut. Cette hiérarchie souple mais bien définie était essentielle au maintien de l'ordre dans un empire qui s'étendait sur plusieurs régions et accueillait diverses cultures. Les habitants de Constantinople, ainsi que ceux des autres cités byzantines, exerçaient des métiers variés qui participaient à la prospérité et à la vie quotidienne de l'Empire. Les artisans jouaient un rôle central, que ce soit les tisserands, les forgerons, les potiers ou encore les bijoutiers, qui produisèrent des objets de haute qualité, souvent destinés à la cour ou aux riches marchands. Le commerce occupait une place importante, facilitant non seulement l'approvisionnement en denrées rares, mais aussi la diffusion des idées et des techniques artistiques et artisanales. La paysannerie, quant à elle, formait la majorité de la population active. Elle travaillait la terre sous diverses formes, depuis les petits fermiers exploitant des parcelles familiales jusqu'aux colons ou aux fermiers sous contrat qui travaillaient pour de grands domaines appartenant à l'État, à l'Église ou à l'aristocratie. Ce système agricole tenait une place vitale dans l'économie byzantine, assurant la subsistance non seulement des citadins, mais aussi des troupes stationnées aux frontières. Les relations sociales dans cet empire étaient également marquées par la forte présence de la religion chrétienne orthodoxe, qui influençait non seulement la vie spirituelle, mais aussi les pratiques quotidiennes et les lois. Le clergé formait une classe à part, jouant un rôle non négligeable dans les affaires publiques et le contrôle social, notamment à travers l'éducation et la charité. Les évêques et les moines contribuaient à la diffusion des savoirs et aux soins des pauvres, consolidant ainsi la cohésion sociale autour des valeurs chrétiennes. Un autre aspect important de la société byzantine résidait dans l'organisation administrative et militaire, intimement liée à la vie civile. Les fonctionnaires, souvent issus de la noblesse ou d'une élite éduquée, gérèrent les provinces et veillaient à la collecte des impôts. Parallèlement, les soldats, qu'ils fussent membres des armées impériales ou des milices locales, bénéficiaient d'un statut particulier car leur service conditionnait la sécurité de l'Empire. Cet équilibre entre pouvoir civil et militari
se reflétait dans une série de pratiques réglementées qui structuraient l'existence des habitants. La vie familiale et les coutumes quotidiennes offraient aussi un aperçu des valeurs sociales byzantines. Le mariage constituait une institution majeure, structurant les alliances et la transmission des biens. La famille élargie employait souvent une organisation patriarcale avec un rôle central attribué au père. Mais la figure de la mère conservait une place respectable, notamment dans l'éducation des enfants. Les fêtes religieuses rythmaient le calendrier et étaient souvent l'occasion d'assemblées communautaires ou de marchés temporaires, renforçant ainsi les liens sociaux. Les traditions culinaires reflétaient, quant à elles, les échanges commerciaux et les ressources variées disponibles dans l'Empire. Les repas de la population urbaine comprenaient fréquemment des céréales, des légumes, des fruits, du poisson et occasionnellement de la viande. Le pain, parfois enrichi d'épices ou d'herbes, tenait une place centrale dans l'alimentation quotidienne. Dans les milieux aristocratiques, les festins pouvaient atteindre un niveau de raffinement remarquable, témoignant du prestige social et économique de leurs organisateurs. L'habitat, enfin, témoignait des modes de vie et des catégories sociales. À Constantinople, les demeures des riches se distinguaient par leur taille, leur décor et la qualité des matériaux utilisés, incluant souvent des mosaïques et des fresques. Les quartiers populaires étaient plus modestes, avec des habitations souvent regroupées autour de cours communes. Dans les provinces, l'architecture variait selon le climat et les ressources locales, mais on retrouvait un équipement domestique semblable, adapté aux besoins pratiques de chaque foyer. L'ensemble de ces éléments composait une société organisée dans un équilibre fragile, constamment influencée par les évolutions politiques, militaires et religieuses. Cette complexité sociale permettait à l'Empire byzantin de perdurer pendant plus d'un millénaire, en s'adaptant aux défis et en intégrant les cultures rencontrées. La richesse culturelle et matérielle accumulée au fil des siècles trouvait ainsi un écho dans le quotidien des habitants, révélant un monde à la fois ordonné et dynamique. Tout ceci nous conduit naturellement à examiner les institutions et les structures de pouvoir qui soutenaient cette société, ainsi que les transformations politiques majeures qui ont accompagné l'histoire immense de l'Empire. Les invasions et les périodes de crise au 7e et 8e siècle. Au cours des 7e et 8e siècles, l'Empire byzantin a affronté une période marquée par des pressions intenses et des crises multiples, subissant des bouleversements profonds liés aux invasions et aux défis géopolitiques. Ces années furent cruciales pour la dynamique impériale, car elles transformèrent non seulement le territoire, mais aussi les structures politiques, militaires et culturelles. Les forces extérieures, notamment les Arabes et les Slaves, exercèrent une pression constante qui contraignit Byzance à revoir ses stratégies et à s'adapter pour assurer sa survie. La montée en puissance des forces arabes, fraîchement unifiées sous la bannière de l'islam, s'accompagna d'une expansion rapide et déterminée. Dès le milieu du 7e siècle, ces troupes entraînées engagèrent des campagnes militaires qui mirent à rude épreuve les défenses byzantines. Les conquêtes arabes s'étendirent rapidement sur des territoires autrefois sous contrôle impérial, englobant notamment la Syrie, la Palestine et l'Égypte, régions vitales pour l'économie et l'approvisionnement en céréales. La perte de ces provinces fut un coup dur, car elle affecta non seulement les ressources, mais aussi l'équilibre stratégique de l'Empire. Face à ces menaces, Byzance dut reconfigurer son appareil militaire. La stratégie défensive prit une place centrale dans la politique impériale, avec le développement des thématiques, ces districts militaires qui associaient administration civile et commandement militaire. Ce système offrit une meilleure organisation locale et une rapidité de mobilisation des troupes face aux incursions. Par ailleurs, l'Empire investit dans la fortification de ses villes, renforçant ses murailles et installant des garnisons capables de résister aux sièges prolongés. Les incursions slaves constituaient un autre défi majeur. Depuis les vastes territoires du nord des Balkans, ils pénétrèrent régulièrement les frontières byzantines, s'installant parfois durablement. Leur présence modifia la composition ethnique de ces régions et contribua à une transformation culturelle ainsi qu'économique.
Les Byzantins durent non seulement résister à leurs attaques, mais aussi négocier un nouveau partage de l'espace, parfois en intégrant certains groupes dans leur système politique par des accords ou des alliances temporaires. Cette double pression sur les frontières nord et sud imposa à Byzance une attention constante à sa défense. Si l'Empire conservait Constantinople comme pivot central, les marges territoriales se réduisaient progressivement. Chaque perte de territoire entraînait une réévaluation des priorités, souvent au détriment des ambitions extérieures, pour se concentrer sur la gestion des crises immédiates. L'impact économique fut également significatif, impliquant des ajustements dans la fiscalité et la redistribution des ressources afin de soutenir les efforts militaires. Au-delà des aspects purement militaires et politiques, ces siècles furent également une période de changement profond dans le domaine religieux et culturel. Le schisme croissant avec l'Occident latin et les controverses internes, comme celles liées à l'iconoclasme, influencèrent la cohésion sociale et la politique impériale. Ces débats, parfois exacerbés par les tensions extérieures, occultèrent parfois les enjeux immédiats, mais reflétaient une société en mutation, confrontée à de multiples défis. Ces tensions permirent aussi l'émergence d'une identité byzantine plus affirmée, fondée sur la synthèse d'éléments helléniques, chrétiens et orientaux. L'Empire, bien que privé de certaines anciennes provinces, sut préserver un noyau politique et culturel solide autour de la capitale. Cette résilience témoigne d'un système capable de s'adapter à des circonstances adverses, en réorientant ses ressources et ses priorités pour maintenir sa position dans un environnement instable. La gestion des frontières orientales, en particulier, fut un enjeu constant. Les Arabes, au-delà de leur expansion initiale, continuèrent à menacer la Syrie et l'Anatolie. Cela obligea Byzance à investir dans une police militaire permanente dans ces régions, tout en cultivant des alliances locales et en exploitant les rivalités au sein du monde islamique. La diplomatie devient un outil aussi important que la force militaire, avec une diplomatie complexe articulée autour des échanges de tribus, des mariages et des traités. La pression exercée par les différentes vagues d'invasion ne s'arrêta cependant pas au 8e siècle. Le 13e et 14e siècle apporteront leurs propres défis, mais ces premiers temps de crise forgèrent déjà le caractère et la capacité d'adaptation de l'Empire. Ces événements posèrent également le cadre des conflits à venir, qui mêleront confrontations militaires et tensions religieuses, parfois jusqu'à la perte de Constantinople plusieurs siècles plus tard. Progressivement, cette période tumultueuse se conclut par un rééquilibrage relatif des forces et une stabilisation des frontières, marquant la transition vers une nouvelle phase de la longue histoire byzantine. Le système des thématiques, si éprouvé, perdura, tandis que la société byzantine, confrontée à ces épreuves, affirma son héritage et sa résilience. Cette évolution s'inscrivait dans une continuité qui allait bientôt croiser les transformations profondes apportées par le renouveau macédonien et les dynasties successives, préparant le terrain pour les épisodes futurs de grandeur et de déclin. Ainsi, cette réflexion sur les siècles 7e et 8e illustre pleinement les capacités d'un empire marqué par la difficulté, mais capable d'adaptation stratégique et culturelle. Le recul territorial, la perte d'influence sur certaines régions, malgré l'importance économique de ces zones, ne furent pas synonymes de défaite irrémédiable. Au contraire, ils permirent un recentrage nécessaire, sur une base plus restreinte mais solide, porteuse d'une nouvelle dynamique de survie. Le poids des invasions arabes et slaves impose encore aujourd'hui une lecture attentive de cette époque. Elle éclaire non seulement la complexité des relations interethniques et politiques dans cette partie du monde, mais elle invite aussi à comprendre comment les crises peuvent être à la fois source de rupture et d'innovation. Dans la continuité du récit byzantin, il s'agit donc d'une étape fondatrice, riche d'enseignements sur la permanence et le changement dans l'histoire impériale. En poursuivant cette analyse, il convient d'examiner comment les évolutions militaires, administratives et religieuses qui marquent la période suivante influencent la trajectoire de l'Empire jusqu'à ces derniers siècles. Cette exploration permettra de mieux appréhender les cycles de crise et de renouveau dans une structure impériale profondément complexe
est toujours en mutation. La Renaissance byzantine et l'art millénaire. La résilience de l'Empire byzantin après les périodes de crise et d'instabilité reste un témoignage remarquable de sa capacité à se renouveler et à s'adapter face aux défis multiples. À la suite des turbulences des siècles précédents, cet empire a su, au cours des siècles suivants, assurer sa survie et son rayonnement en combinant succès militaire, prospérité économique et efflorescence culturelle. Cette phase de renaissance byzantine s'inscrit dans un contexte de complexité politique, de contacts culturels étendus et d'innovations artistiques et intellectuelles qui ont marqué durablement la Méditerranée. Sur le plan militaire, l'Empire byzantin a retrouvé une vigueur notable grâce à des réformes profondes de son armée et à un système défensif revu. Les empereurs, conscients de l'importance d'un appareil militaire efficace, ont restauré les frontières et repoussé plusieurs invasions. Une organisation plus rigoureuse, incluant le thème des provinces militaires et la montée en puissance des cataphractes, a permis aux Byzantins de faire face à des adversaires variés, qu'ils soient bulgares, arabes ou normands. Ces victoires ont assuré une stabilité politique relative et une capacité accrue à gérer tant les menaces internes que les pressions extérieures. La dimension économique a également joué un rôle crucial dans cette renaissance. Constantinople, capitale emblématique, a continué de dominer les échanges dans toute la Méditerranée grâce à sa position stratégique entre l'Europe et l'Asie. Le commerce y est florissant, porté par une monnaie stable et acceptée largement. Le solidus, devenu un étalon marchand reconnu. Outre les denrées classiques telles que les épices, la soie, le vin et le blé, l'Empire a développé une économie urbaine dynamique, s'appuyant sur un artisanat raffiné et des techniques avancées de production. La mécanisation partielle dans certains ateliers et l'innovation dans la navigation ont contribué à affermir la prospérité. Sur le plan intellectuel, cette période a bénéficié d'une intense activité savante qui a favorisé la préservation et la transmission des savoirs antiques. Les écoles de Constantinople et d'autres villes byzantines étaient des centres où se cultivait l'étude de la philosophie, de la théologie, du droit et des sciences. La redécouverte des textes grecs classiques, ainsi que les traductions d'œuvres philosophiques et scientifiques, ont fourni un fonds riche servant de base au développement ultérieur en Europe. En témoigne également la bibliothèque impériale, lieu de conservation rigoureuse et de diffusion des manuscrits précieux. La créativité artistique byzantine, autre facette essentielle de cette renaissance, a été enrichie par la fusion des traditions orientales et occidentales. L'architecture a connu des avancées notables, avec la construction extérieure et intérieure d'églises somptueuses, ornées de mosaïques d'une grande finesse. Ces œuvres, souvent à thème religieux, exprimaient une spiritualité profonde tout en illustrant un haut degré de maîtrise technique. La peinture, l'orfèvrerie et la sculpture ont également connu un essor remarquable, contribuant à définir une esthétique byzantine reconnaissable, caractérisée par l'abondance des dorures et la stylisation des figures. La vie quotidienne dans l'Empire reflétait ces évolutions, marquée par un équilibre entre la tradition et les innovations. Les citadins, parmi lesquels une bourgeoisie commerçante et un corps de fonctionnaires lettrés, profitaient d'un environnement stimulant intellectuellement et culturellement. L'éducation, souvent liée à l'Église orthodoxe, jouait un rôle fondamental dans la formation des élites administratives et ecclésiastiques. Par ailleurs, les rites, les fêtes religieuses et les pratiques artistiques rythmaient le temps social, renforçant l'identité byzantine à travers la dimension spirituelle et communautaire. Les relations diplomatiques entretenues avec les autres puissances étaient un autre aspect stratégique de cette époque. Byzantins et voisins, parfois alliés, parfois rivaux, échangeaient non seulement par la guerre, mais aussi par la parole, la culture et le commerce. Les mariages royaux, les traités et les négociations témoignaient de cette complexité où chaque geste bénéficiait d'une attention particulière quant à ses conséquences politiques et économiques. La diplomatie byzantine, réputée pour son habileté, a su maintenir un fragile équilibre durant diverses conjonctures difficiles.
Cette période a aussi été marquée par des tensions internes qui ont demandé une vigilance constante. Les querelles religieuses, particulièrement les débats autour des différentes interprétations de la foi chrétienne orthodoxe, ont parfois créé des divisions au sein de la société. Néanmoins, ces conflits ont stimulé la réflexion théologique et encouragé des conciles, contribuant à structurer davantage l'organisation religieuse et son influence dans l'Empire. Cela a renforcé l'unité tout en soulignant la richesse du patrimoine intellectuel byzantin. Enfin, l'influence culturelle de Byzance a dépassé ses frontières directes, touchant diverses régions du monde chrétien et musulman. Par l'échange d'idées, la diffusion d'objets d'art et les contacts diplomatiques, l'Empire a joué un rôle clé dans la transmission du patrimoine antique et médiéval. Les monastères byzantins, centres de savoir et de spiritualité, ont contribué à cette diffusion qui allait irriguer plusieurs cultures durant des siècles. Cette dynamique a préparé le terrain à des échanges interculturels complexes et à des développements futurs en Europe. Ce panorama de la Renaissance byzantine illustre ainsi l'importance de cette période dans l'histoire millénaire de l'Empire. Par la combinaison du renforcement militaire, de la vigueur économique, du foisonnement intellectuel et de l'éclat artistique, Byzance a démontré sa capacité à se réinventer et à rester un acteur vital de la Méditerranée. Ces élans ont permis de consolider une civilisation riche et pluraliste dont les traces continuent d'influencer le monde contemporain. La suite de cette histoire conduira à l'exploration des défis et des transformations qui ont caractérisé les derniers siècles de cet empire remarquable. Les croisades et leur impact sur Byzance. L'histoire des croisades représente un tournant majeur dans le destin de l'empire byzantin. Dès l'apparition des premiers appels à l'aide de l'empereur Alexis Comnène au tout début du XIIe siècle, la relation entre Byzance et l'Occident se complexifie profondément. Cette alliance fragile, née dans un contexte de tension face à l'expansion turque, révèle très vite des divergences profondes en termes d'objectifs et de vision politique. La population byzantine, tout en acceptant une aide européenne pour repousser l'envahisseur, se montre méfiante envers des croisés, dont les ambitions dépassent largement celles des simples secoureurs. Les premières croisades conduisent à la formation de royaumes latins établis en territoires orientaux, ce qui commence à modifier l'équilibre des pouvoirs dans la région. La chute d'Antioche, puis la prise de Jaffa et Jérusalem, créent un nouvel ordre politique auquel byzantins et occidentaux tentent de s'adapter, souvent avec difficulté. Alexis Ier Comnène entrevoit l'opportunité de récupérer une partie des territoires anatoliens perdus en échange du soutien croisé. Mais les objectifs divergents des Occidentaux compliquent toute coopération durable. Les tensions s'accumulent autour des questions de souveraineté, mais aussi culturelles et religieuses, opposant l'Église orthodoxe à la papauté latine. La quatrième croisade, lancée au début du XIIIe siècle, marque une rupture profonde. Initialement prévue pour libérer Jérusalem, elle dévie vers la tentative de prendre Constantinople, sa capitale. Cette entreprise illustre la profonde méfiance et rivalité entretenue depuis longtemps entre Byzance et les puissances occidentales. La prise de Constantinople en 1201 provoque un choc dévastateur pour l'empire millénaire. La ville est pillée, l'administration byzantine est déstabilisée, et une période de division culturelle et politique débute avec l'instauration de l'Empire latin de Constantinople. Cette période fragilise considérablement la résistance byzantine face aux menaces extérieures. Malgré la chute temporaire de la capitale, l'Empire byzantin survit dans ses provinces de Nicée, Trébizonde et Épire, qui deviennent des foyers de résistance culturelle et politique. Ces États successeurs tentent de restaurer l'autorité de Constantinople, marquant une période de recomposition lente mais essentielle. En 1267, Michel VIIIe paléologue reprend la ville après plus d'un demi-siècle de domination latine, rétablissant la dynastie byzantinoise sur le trône. Cette reconquête est autant politique que symbolique, marquant également une tentative de renouer avec les traditions impériales et orthodoxes. Cependant, malgré ses succès temporaires, l'Empire peine à retrouver sa puissance d'antan.
L'ébranlement provoqué par la 4e croisade a durablement affaibli ses ressources humaines et matérielles. Par ailleurs, les rivalités internes, ainsi que la montée en puissance des Ottomans, créent un contexte géopolitique défavorable. L'équilibre des alliances se transforme, rendant difficile toute stratégie cohérente face aux dangers croissants. Les relations avec les États latins, désormais installés durablement en Méditerranée, restent ambivalentes, alternant entre coopération limitée et confrontations sporadiques. L'impact des croisades ne se limite pas à des changements militaires ou territoriaux. Elles influencent également la culture byzantine, engendrant un recul de la confiance envers l'Occident et une cristallisation des différences religieuses. La rupture entre orthodoxes et catholiques devient de plus en plus marquée à mesure que les souvenirs des pillages et des exactions perdurent dans la mémoire collective. Cette méfiance influence durablement les rapports diplomatiques et religieux, participant à isoler Byzance au sein de la chrétienté médiévale. Parallèlement, des échanges culturels et commerciaux subsistent, témoignant de la complexité des relations entre les deux mondes. L'analyse politique des conséquences révèle aussi des transformations notables dans la gouvernance byzantine. La nécessité de défendre les frontières et de restaurer l'économie pousse les empereurs à s'adapter aux nouvelles réalités militaires. La reformation des armées, la fortification des villes, ainsi que les réformes fiscales illustrent cette dynamique. Mais ces mesures sont souvent insuffisantes face aux défis permanents, y compris les guerres civiles internes qui affaiblissent l'unité impériale. L'État byzantin apparaît ainsi comme un empire en constante résistance, tentant de préserver son héritage malgré les déchirements. En examinant les conséquences plus larges, les croisades ont aussi contribué à modifier durablement la carte politique et religieuse du bassin méditerranéen. Par leur intervention, les royaumes latins d'Orient alimentent rivalités, alliances et conflits qui secouent la région pendant plusieurs siècles. Leur présence accroît la pression sur Byzance, mais stimule aussi le commerce et les contacts entre occidentaux et orientaux. La complexité de ces échanges reflète l'ambivalence d'une époque où coopération et conflit s'entremêlent profondément. Cette période constitue une transition entre la fragmentation médiévale et les transformations à venir des relations euro-asiatiques. L'héritage de ces événements trouve ses prolongements dans les débats historiques et théologiques qui traversent encore les études contemporaines. La question de la responsabilité des croisés dans la chute de Constantinople demeure un sujet de réflexion importante. Certains considèrent que la 4e croisade signe la fin d'un âge d'or, d'autres y voient un surtout les fruits de rivalités politiques qui dépassent les motivations religieuses. La complexité de ces enjeux invite à une lecture nuancée, intégrant des éléments militaires, économiques, culturels et spirituels qui façonnèrent la destinée byzantine. Finalement, ce récit sur les croisades et leur impact met en lumière une période clé où l'Empire byzantin est à la croisée des chemins. Ses interactions avec les Occidentaux, oscillant entre alliances et confrontations, déterminent non seulement sa survie politique, mais aussi son identité religieuse et culturelle. Ce moment crucial inscrit Byzance dans le contexte plus large des transformations médiévales, annonçant aussi les défis à venir face aux nouveaux acteurs émergents. Le souffle de ces événements prépare ainsi le terrain pour les dernières évolutions de cet empire exceptionnel, dont le déclin ne saurait tarder à s'écrire dans les pages suivantes. Les crises internes et la fragmentation politique. La complexité administrative de l'Empire byzantin, bien que sophistiquée, favorisa parfois la corruption et les luttes intestines. L'étroite alliance entre le pouvoir civil et l'appareil religieux amplifia ces tensions, particulièrement lorsque des factions ecclésiastiques intervenaient dans les affaires politiques. Les prétentions concurrentes au trône, souvent liées à des campagnes militaires ou à des alliances matrimoniales, mirent en lumière la fragilité de la légitimité impériale. Les empereurs durent fréquemment composer avec des notables influents, des généraux ambitieux et des membres de la haute bureaucratie, ce qui complexifia la gouvernance. L'aspect territorial contribua également à la fragmentation progressive de l'Empire. La diversité des populations,
des cultures et des langues au sein des provinces byzantines engendra des aspirations d'autonomie. Des régions telles que la Sicile ou la Crète manifestèrent souvent un désintérêt pour le pouvoir central, tandis que d'autres comme l'Arménie ou la Syrie furent le théâtre de contestations persistantes. Cette décentralisation forcée fut aggravée par la montée en puissance des thèmes, des circonscriptions militaires locales qui devinrent parfois semi-indépendantes, rendant plus difficile la mobilisation coordonnée des ressources face aux invasions. Avec le temps, ces facteurs interconnectés engendrèrent un climat d'instabilité durable. Les empereurs dits soldats tentèrent à plusieurs reprises de restaurer l'ordre et la cohésion, mais leurs succès furent souvent temporaires. Par exemple, Alexis Ier Comnène entreprit une réforme administrative et militaire visant à renforcer l'appareil étatique, mais il dut également faire face à une aristocratie féodale de plus en plus enracinée qui revendiquait des privilèges et des terres, réduisant l'efficacité du pouvoir central. Le jeu complexe des alliances et des trahisons à la cour impériale s'intensifia, exacerbant les divisions internes. La corruption, omniprésente dans les hauts échelons de l'administration, affaiblit la perception de l'autorité impériale. Des fonctionnaires et des militaires étaient fréquemment accusés de détournement et de népotisme, compromettant la justice et la collecte des impôts indispensables à la défense de l'Empire. Ces dysfonctionnements accélérèrent la perte de contrôle sur certaines régions, où les populations locales, parfois mécontentes, se tournèrent vers des dirigeants régionaux ou étrangers pour trouver protection. Ainsi, des enclaves comme celle de Nicée devinrent des foyers de résistance ou d'autonomie sous l'effet des pressions extérieures et des crises internes. Les conflits religieux, notamment liés au schisme et aux débats doctrinaux, alimentèrent aussi le climat d'instabilité. La rivalité entre l'Église orthodoxe et les différentes hérésies exacerbèrent les tensions à l'intérieur même de la société byzantine. Ces différents religieux trouvèrent un écho dans la sphère politique, certaines factions ecclésiastiques soutenant des prétendants au trône ou participant activement au coup d'État. Cette imbrication du pouvoir spirituel et séculier ne facilita pas l'unification de l'Empire à un moment où il était confronté à de nombreuses menaces externes. La montée des forces externes profita largement aux divisions internes. Les Seldjoukides, les Normands et plus tard les Turcs ottomans exploitèrent les faiblesses politiques byzantines, profitant des dissensions pour s'emparer de territoires clés. La perte de l'Asie mineure, après la bataille de Manzikert, est un exemple marquant de l'impact des crises internes sur la capacité défensive de l'Empire. Ces événements contribuèrent à détériorer encore davantage le tissu politique et social de Byzance, perdant peu à peu la cohésion essentielle pour sa survie. Malgré tout, il faut souligner que l'Empire byzantin faisait preuve d'une résilience certaine. Certaines périodes virent un renforcement temporaire de l'autorité impériale et des tentatives de reconquête, souvent menées par des empereurs charismatiques ou des dynasties réformistes. Cependant, ces phases de redressement coexistaient avec des épisodes récurrents de troubles et de divisions, qui en fin de compte affaiblirent durablement la structure étatique. La complexité de l'appareil politique et la multiplicité des intérêts contrariés rendirent très difficile l'adoption de réformes profondes nécessaires. Ainsi, le déclin progressif de l'Empire byzantin peut être analysé à travers cette accumulation de crises internes, d'affrontements politiques et de fragmentation territoriale. Ces processus, loin d'être isolés, interagissaient et s'amplifiaient mutuellement. Le pouvoir central, confronté à de multiples défis, dut composer avec des forces centrifuges puissantes, aboutissant finalement à l'éclatement d'une autorité jadis considérée comme invincible. Ces mécanismes internes furent aussi déterminants que les invasions extérieures dans la trajectoire historique byzantine. Cette lente désintégration fut marquée non seulement par des conflits militaires, mais aussi par des transformations sociales et économiques. La paysannerie, souvent pressurée par des seigneurs locaux en quête d'autonomie, vit sa condition se détériorer. Les cités, centres traditionnels du pouvoir impérial, souffrirent également des luttes politiques et des perturbations commerciales.
Ces évolutions modifièrent la nature même de l'Empire, entravant sa capacité à maintenir sa grandeur passée dans un contexte mouvant. En résumé, la période de crise interne qui caractérisa une grande partie de la vie byzantine illustre la complexité et la fragilité d'un système politique face à la multiplicité des enjeux qui le traversaient. La stature prestigieuse de l'Empire ne put empêcher la montée des divisions qui minèrent sa cohésion. Ce panorama offre une compréhension plus fine des défis auxquels Byzance fut confrontée, montrant que son histoire se compose d'une succession d'équilibres délicats et de ruptures profondes. Au terme de cette analyse, il est possible d'entamer une réflexion sur l'évolution militaire et les réponses stratégiques adoptées par Byzance face aux menaces qui s'intensifièrent. Les transformations dans l'organisation des armées et les innovations défensives permirent à l'Empire de résister plus longtemps, bien que ces efforts ne suffirent pas à enrayer le déclin général. Ce dernier aspect invite donc à examiner de plus près les adaptations militaires dans un contexte de fragilité politique grandissante. La chute de Constantinople. L'histoire de la chute de Constantinople est un moment crucial qui marque la fin de plus d'un millénaire d'existence de l'Empire byzantin. Cette vaste période d'histoire se conclut en l'année 1453, lorsque les forces ottomanes, dirigées par le sultan Mehmed II, parviennent à conquérir cette ville qui fut autrefois le cœur de l'Empire romain d'Orient. La prise de Constantinople ne fut pas le résultat d'une bataille spontanée, mais plutôt l'aboutissement d'une série d'événements militaires, politiques et diplomatiques qui s'étendirent sur plusieurs décennies. À cette époque, l'Empire byzantin avait considérablement diminué en puissance et en territoire. Autrefois dominant dans la région méditerranéenne, il ne contrôlait plus que la ville même de Constantinople et quelques zones environnantes. La progression ottomane, alliée à une situation interne fragilisée par les dissensions politiques et les difficultés économiques, avait progressivement affaibli la position byzantine. Le contexte géopolitique de l'époque était également marqué par des rivalités entre grandes puissances européennes, ce qui laissait peu d'espace pour une aide efficace à Constantinople. Militairement, les Ottomans disposaient d'une armée numérique importante, entraînée et bien équipée. Mehmed II, jeune sultan passionné par la stratégie militaire et la gestion de son empire, entreprit de mettre en œuvre un siège méthodique destiné à briser la résistance byzantine. L'utilisation de canons lourds, une technologie relativement nouvelle dans la guerre de siège, permit aux assiégeants d'endommager, voire de percer les murailles antiques de la ville, ce qui changea fondamentalement les méthodes de défense. Du côté byzantin, l'empereur Constantin XI Paléologue dirigeait une défense acharnée, conscient de l'importance symbolique de la cité pour la chrétienté et l'héritage antique. Malgré un courage remarquable, il faisait face à des forces inférieures en nombre et à un manque crucial de ressources militaires. Les alliés habituels, notamment les puissances chrétiennes occidentales, apportèrent une assistance limitée, souvent motivée par des intérêts propres plutôt que par un engagement désintéressé à sauver Constantinople. Plusieurs tentatives de coalition européenne furent lancées pour venir en aide à la ville, mais elles restèrent trop tardives ou insuffisantes pour inverser le cours des événements. Le fait que l'Empire byzantin fut en partie vu comme un reliquat d'un passé passé obscurcit les efforts de soutien. D'ailleurs, les divisions entre catholiques et orthodoxes, conséquence du grand schisme, compliquaient la solidarité chrétienne. Ces facteurs diplomatiques jouèrent un rôle non négligeable dans la solitude de Constantinople au moment où les Ottomans lancèrent leur offensive finale. Le siège proprement dit commença au printemps de 1453. Pendant plusieurs semaines, les troupes ottomanes travaillèrent à assiéger la cité sur tous les fronts, entre assauts terrestres et contrôle des voies maritimes. La célèbre muraille de Théodose, qui avait protégé la ville contre d'innombrables assauts au cours des siècles, fut mise à rude épreuve devant la puissance de feu des canons ottomans. Les bombardements incessants obligèrent les défenseurs à redoubler d'efforts pour colmater les brèches et repousser les tentatives d'infiltration. L'utilisation d'engins de siège novateurs, combinée à la stratégie de blocus des Ottomans, affaiblit peu à peu
la résistance byzantine. Dans ce contexte, les combattants de Constantinople devaient faire face à une fatigue croissante, à la pénurie de vivres et à des tensions internes. L'empereur Constantin XI participa lui-même à la défense, symbole d'une volonté farouche de préserver la cité face à l'inexorable avancée ottomane. Cette détermination, bien que louable, ne put empêcher la fin tragique de l'Empire byzantin. L'ultime offensive se déclencha un jour de mai. Les Ottomans réussirent à franchir les remparts après plusieurs heures de combat. La résistance byzantine s'effondra face à la supériorité numérique et technologique des assaillants. Constantinople tomba donc, marquant la fin d'une ère. La prise de la ville fut suivie par une organisation rapide des nouveaux pouvoirs ottomans, qui transformèrent Constantinople en la capitale de leur empire en pleine expansion. Cet événement eut une portée considérable dans l'histoire du monde méditerranéen et au-delà. Il signa la fin définitive de l'Empire romain d'Orient, mais présenta aussi un tournant dans les relations entre l'Europe et le monde musulman. La chute de Constantinople provoqua des mouvements de population, modifia les routes commerciales et incita les puissances occidentales à explorer d'autres voies, ce qui culminera quelques décennies plus tard avec l'ère des grandes découvertes. Ainsi, derrière la chute de cette cité millénaire, plusieurs éléments se conjuguèrent, un contexte géopolitique compliqué, des avancées militaires déterminantes, des faiblesses internes byzantines et un leadership ottoman déterminé et efficace. Cette conjonction permit aux Ottomans de s'approprier une ville qui symbolisait pourtant la résistance au temps et aux assauts. La mémoire de Constantinople, héritière d'une histoire riche, ne disparaît pas toutefois avec sa chute, car elle demeure un sujet d'étude continue et d'intérêt pour comprendre les dynamiques passées du pouvoir, de la culture et du territoire Tartare-Alpes, Méditerranée. La transformation de Constantinople sous la domination ottomane initia une nouvelle ère visuelle, architecturale et sociale. Mosquées, palais et infrastructures furent édifiés en conservant parfois des éléments de l'ancienne ville. Cette hybridation culturelle témoigne de la complexité du passage d'un empire à l'autre, où coexistèrent héritage et renouveau. Le changement de capitale ne fut pas uniquement politique, mais aussi symbolique, car il affecta la perception du monde chrétien et musulman à un niveau profond. Le souvenir des fastes byzantins, de leur art, leur administration et leur organisation sociale fut maintenu à travers les siècles par des historiens, des religieux et des érudits. Leur témoignage permet aujourd'hui de suivre pas à pas l'évolution de ce territoire majeur de l'histoire européenne et méditerranéenne. L'étude de cette transition ouvre des perspectives sur les rapports entre les civilisations et sur la manière dont les empires changent et s'adaptent ou s'effondrent sous l'effet de divers facteurs internes et externes. En somme, la chute de Constantinople représente non seulement une fin historique, mais aussi un pont vers un futur réinventé, où les interactions entre culture et pouvoir se redéfinissent dans la durée. Les événements de 1453 invitent à une réflexion calme, reposante et profonde sur la nature du changement, de la résistance et de la transformation. Cette page complexe d'histoire, racontée avec précision et sérénité, prépare le terrain pour une compréhension plus large des dynamiques impériales qui suivront au cours des siècles suivants. Le chemin continue avec l'arrivée des Ottomans au cœur de la Méditerranée et leur influence grandissante sur la scène mondiale. L'héritage historique et culturel de Byzance. L'Empire byzantin, souvent perçu comme la continuation directe de l'Empire romain d'Orient, a duré plus de 1100 ans, marquant durablement l'histoire politique, religieuse et culturelle de l'Europe et du Moyen-Orient. Cette entité, dont la capitale était Constantinople, fut fondée sur les bases posées par Constantin le Grand au début du IVe siècle. La ville, initialement nommée Byzance puis rebaptisée en hommage à son fondateur, devint un centre majeur du christianisme et du pouvoir impérial, un carrefour stratégique et culturel entre l'Orient et l'Occident. L'héritage de Byzance s'étend bien au-delà de ses murs, influençant jusqu'aux périodes suivantes de l'histoire. La société byzantine se caractérisait par une organisation complexe, intégrant des institutions héritées de Rome
avec des éléments religieux très présents au quotidien. L'Église orthodoxe jouait un rôle central, façonnant non seulement la foi, mais aussi la vie politique et sociale de l'Empire. La christianisation de l'Empire byzantin a permis la création de traditions liturgiques, artistiques et architecturales distinctes, à travers notamment la construction de monuments tels que Sainte-Sophie. Cette basilique, merveille d'architecture et témoin durable du génie byzantin, demeure un symbole puissant de la fusion entre le monde spirituel et matériel. Côté droit, Byzance a laissé un héritage exceptionnel, celui du Corpus Juris Civilis, compilé sous l'empereur Justinien au VIe siècle. Cette codification juridique représente le fondement légal, non seulement de l'Empire, mais aussi de nombreuses législations occidentales contemporaines. En rassemblant, organisant et clarifiant des siècles de lois romaines, Justinien institua une base solide pour la gouvernance byzantine et, par la suite, un apport majeur à la science juridique mondiale. Ce travail ne fut pas seulement un exercice administratif, mais une étape cruciale assurant la pérennité et la cohésion d'un État complexe et multiethnique. L'art byzantin, véritable reflet de la spiritualité de l'époque, s'est développé dans des formes où l'iconographie, la mosaïque et la peinture d'images sacrées prenaient une place centrale. Ces œuvres ne visaient pas simplement à embellir les espaces religieux, mais à transmettre des messages théologiques profonds. Par leur style rigoureux, souvent hiératique et symbolique, elles s'opposaient explicitement au naturalisme classique, soulignant l'importance du transcendant. La capacité des artistes byzantins à transmettre une atmosphère de recueillement et de mystère contribua largement à l'intensité de la foi dans l'Empire. Dans le domaine de la diplomatie et de la politique, Byzance se distingue par une habileté stratégique remarquable. Face à des menaces continuelles, internes et externes, l'Empire sut négocier, manœuvrer et parfois manipuler les forces diverses de son temps. Cette diplomatie sophistiquée, mêlant mariage dynastique, alliances et intrigues, permit souvent à Byzance de préserver sa souveraineté malgré des circonstances défavorables. Ces pratiques firent de Constantinople un centre d'influence encore perceptible dans la cartographie politique du Moyen Âge tardif. Les relations militaires, bien que souvent source de lutte, contribueront à façonner le territoire et l'identité byzantin. Les guerres contre les Perses, les Arabes, puis plus tard contre les Croisés et les Ottomans, constituèrent des moments d'épreuve déterminants. Chaque confrontation modifia les frontières, affermit ou affaiblit les institutions, et parfois entraîna de profonds changements culturels. Si la chute finale de Constantinople en 1453 marque la fin politique de l'Empire, cette date ne signifie pas la disparition de son héritage, qui perdure dans de nombreux champs. Byzance fut également un centre intellectuel majeur, où la connaissance antique fut préservée et enrichie. Les savants byzantins reprirent, traduisirent et commentèrent les textes classiques, assurant la continuité d'un savoir longtemps menacé en Occident. La transmission de cette culture antique aux sociétés européennes est un élément central dans l'émergence de la Renaissance. Par l'entremise des manuscrits et des artistes réfugiés après la chute de Constantinople, l'héritage byzantin a participé à une renaissante valorisation des arts et des lettres dans les royaumes occidentaux. En matière de langue et d'écriture, le grec demeura la langue officielle de l'administration, de la diplomatie et de la liturgie. Ce choix linguistique permit de maintenir une identité culturelle distincte et renforça le lien avec l'héritage hellénique, pilier de l'éducation et de la réflexion intellectuelle byzantine. Cette continuité fut essentielle pour la préservation d'une civilisation riche en traditions et complexe dans ses rapports avec les autres cultures de la Méditerranée. Les traditions religieuses, au cœur de l'Empire, se déclinèrent en une organisation ecclésiastique rigoureuse qui influença profondément le monde orthodoxe. Le schisme entre l'Église d'Orient et l'Église catholique occidentale au XIe siècle entretint une division durable dont les effets sont encore perceptibles aujourd'hui. Le rôle de Constantinople comme second siège patriarcal du christianisme contribua à modeler les croyances et les pratiques spirituelles de millions de fidèles dans une vaste aire géographique. Au travers de ces nombreuses facettes, Byzance s'affirme donc comme un pont entre deux mondes,
un espace de rencontre entre les anciennes civilisations méditerranéennes et les forces montantes du Moyen Âge tardif. Son influence morphologique, culturelle et religieuse sur l'Europe orientale est encore visible dans les langues, les rites, les formes artistiques et les systèmes politiques actuels. Les Byzantins ont su, au fil des siècles, conjuguer un passé glorieux avec les pressions d'un environnement toujours changeant, offrant ainsi un modèle unique de résilience historique. Même après la disparition de l'Empire en tant qu'entité politique, son impact continue de s'étendre. L'intérêt renouvelé pour la culture byzantine dans l'ère moderne témoigne de la fascination persistante qu'elle exerce sur les chercheurs, les artistes et les passionnés d'histoire. Cette mémoire collective s'incarne dans les études ES, les musées et les initiatives culturelles cherchant à comprendre et préserver le legs d'une civilisation à la fois complexe et cohérente. L'héritage byzantin se révèle donc multidimensionnel, combinant des aspects spirituels, intellectuels, artistiques et juridiques. Il a non seulement assuré la continuité du savoir antique, mais aussi posé les jalons d'une Europe nouvelle, plus ouverte aux idées et aux échanges. En ce sens, Byzantium transcende sa propre temporalité, incarnant un lien essentiel entre l'Antiquité et la modernité. Un témoignage vivant de la richesse des civilisations méditerranéennes dans leur capacité à se renouveler. Ainsi, en parcourant l'histoire de cette grande empire, on saisit l'ampleur de sa contribution au fondement culturel de notre monde contemporain. Cette rétrospective invite à considérer les dynamiques longues qui modèlent les civilisations et à apprécier le rôle parfois discret mais fondamental des héritages historiques. Dans le prolongement de cette analyse, il sera pertinent d'examiner comment les traditions byzantines ont été adaptées et transformées dans les contextes nationaux et culturels variés, influençant encore aujourd'hui la construction identitaire de nombreuses sociétés. Dans ce prolongement, la science, la philosophie et l'art byzantin méritent une attention particulière, notamment dans leur interaction avec les mondes voisins. L'étude des échanges entre Byzance et les empires voisins montre la complexité des relations culturelles, allant bien au-delà des conflits et des antagonismes. Cette dynamique illustre la richesse des influences réciproques, qui continuent d'éclairer notre compréhension de l'histoire globale. Les formes d'expression byzantines, traduites et adaptées, ont franchi les frontières pour nourrir différents horizons, à travers les siècles et les continents.